tous sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Maroc-OCDE. Les deux parties affichent leur volonté de rehausser leurs relations de coopération au plus haut niveau. Cette dynamique de partenariat est au cœur d'entretiens tenus aujourd'hui à Rabat entre le chef du gouvernement Aziz Arnouch et le secrétaire général de l'organisation. Un protocole d'accord a été signé à cet effet. À la clé, une série de réformes stratégiques. Les dernières précipitations dopent les retenues des barrages. 6 ouvrages hydrauliques affichent depuis août dernier de meilleurs taux de remplissage par rapport à la même date de l'année écoulée. Nous ferons le constat au niveau du barrage Mohamed V sur Ouad de Moulouya où les travaux de surélévation avancent à grande vitesse. Ils sont de retour. Nos athlètes paralympiques foulent le sol du royaume après leur prestation très honorable au tournoi parisien. Un retour triomphal pour les médaillés accueillis avec les honneurs. Notre caméra a capté leur arrivée à l'aéroport de Casablanca. Bonsoir. La coopération Maroc-OCDE se poursuit sous de nouvelles et prometteuses perspectives. Une dynamique de modernisation et de réforme consolidée par l'ambition de soutenir le développement économique et social du royaume. Ce fut justement l'objet d'entretiens tenus aujourd'hui à Rabat entre le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, Mathias Corman. Ces entretiens ont porté sur la coopération permanente et fructueuse entre le Royaume du Maroc et cette organisation internationale. La rencontre entre les deux responsables a été l'occasion d'annoncer la clôture du programme Pays 2 entre le Maroc et l'OCDE portant sur le renforcement de l'accompagnement, le partenariat et la coopération dans la mise en œuvre d'une série de réformes structurantes en matière de gouvernance publique, d'économie et d'investissement. Écoutons à présent ces déclarations du chef du gouvernement et du secrétaire général de l'Organisation de la coopération et de développement économique. Ce sont plusieurs années de collaboration et de coopération qui ont permis de réaliser cette étude dont les conclusions sont très importantes. D'ailleurs, elles rejoignent celles de la Banque mondiale et du FMI. Ces résultats soulignent les grands progrès du Maroc, mais aussi d'autres questions dont il faut améliorer la gestion. Nous travaillerons à leur mise en œuvre pour que le Maroc poursuive son avancée. Nous sommes ravis de soutenir l'agenda de réformes structurelles ici au Maroc mené par le gouvernement avec nos études économiques, avec notre collaboration à travers le programme Pays OCDE Maroc, tout pour soutenir les efforts du gouvernement d'améliorer la croissance économique, d'améliorer le niveau de vie pour les gens à travers le Maroc. Et je me réjouis aujourd'hui, on a l'opportunité de renforcer encore davantage le partenariat entre le Maroc et l'OCDE avec un protocole d'accord qui va organiser notre collaboration pour les années à venir. Et c'est justement pour baliser la voie à de nouvelles priorités stratégiques de collaboration entre le Maroc et l'OCDE qu'un protocole d'accord a été signé aujourd'hui à Rabat entre le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, Mathias Corman. C'était en marge de la cérémonie de clôture du programme Pays 2 Maroc-OCDE. Les résultats de cette étude ont été présentés aujourd'hui. Sophia Fkrot. Cela fait bientôt 2 décennies que le partenariat entre le Maroc et l'OCDE existe à travers divers instruments et programmes. Mais c'est la première fois que l'OCDE réalise une étude économique sur le Maroc. Une analyse macroéconomique avec à la clé une évaluation des réformes structurelles en cours. On constate que beaucoup sont déjà en cours, en particulier la réforme avec la charte de l'investissement touche un sujet vraiment fondamental dans le rapport. Il y a également la généralisation de la couverture de l'assurance maladie et de la protection sociale. Par contre, ce qu'on essaye de dire dans le rapport, c'est qu'il y a aussi un potentiel d'augmenter l'ambition des réformes. Il y a d'autres domaines où il y a plus à faire, notamment dans l'éducation et l'intégration des femmes dans le marché du travail. D'abord la confirmation, on va dire, de la
trajectoire de développement qu'a connue notre pays sur les 2 dernières décennies sous, on va dire, la vision éclairée de Sa Majesté, la résilience de l'économie, les grands chantiers, les grands challenges. On peut bien entendu se féliciter que ces acquis sont là. Bien sûr, il y a le futur et l'ambition, c'est ça le plus important. Plus important encore, l'OCDE a fait participer des institutions publiques et privées et la société civile dans cette étude. Les recommandations offrent des perspectives importantes pour soutenir l'agenda de réforme gouvernementale en cours, en particulier sur des enjeux cruciaux tels que le stress hydrique, l'emploi des jeunes, la protection sociale, l'investissement et le capital humain. Un des défis que j'ai soulevé, que le CSE a soulevé, c'est par exemple le taux d'activité des femmes. Nous sommes aujourd'hui très bas, nous avons 19% de taux d'activité des femmes. Un autre point qui me semble extrêmement important, c'est l'énergie. L'énergie, il faut qu'on avance beaucoup plus vite dans la réforme du secteur. Et l'autre point qui est fondamental, c'est que l'économie se développe. Elle pourrait se développer à un taux plus fort, mais le taux de chômage, lui, aussi augmente. Et donc, il faut qu'on s'interroge quelles sont les bonnes politiques pour que ce taux de chômage diminue. Et la collaboration du Maroc et de l'OCDE va s'étendre à de nouvelles priorités stratégiques. C'est grâce à ce protocole d'accord signé par le chef du gouvernement Aziz Arnouch et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique Mathias Corman lors de cette cérémonie de clôture du programme PI2 Maroc-OCDE. L'élan de soutien international grandissant à la première cause nationale ne cesse de se renforcer. Hier, au Palais des Nations à Genève, une quarantaine de pays ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Position exprimée dans une déclaration prononcée au nom de ce groupe de pays par l'ambassadeur représentant permanent de la République dominicaine Héctor Virgilio Alcantara lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme dont le Maroc assure la présidence cette année. Également à l'ordre du jour de ce conseil, la question palestinienne, l'occasion pour le Maroc de réitérer son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza. Puis également au cœur des priorités retenues dans les travaux de ce conseil, le droit au développement, l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits humains, mais également la situation des femmes et la promotion de l'approche genre. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel. Sortez vos parapluies, car la pluie fait son retour. Un épisode instable est attendu les prochains jours. Attention, averses, grêles et vents s'inviteront ce soir et jusqu'à demain, jeudi, dans plusieurs de nos provinces. À Figuig notamment, prévoyez cette nuit des averses abondantes allant de 70 à 90 mm. Conditions presque identiques prévues à Jrada, Boulman, Middle Tarachidja où les hauteurs de pluie prévues avoisineront ce soir les 70 mm. Des averses moins abondantes devront déborder vers les provinces d'Oujda, Gad et Taourirt et seront comprises entre 30 et 50 mm. Et le retour des pluies revigore les barrages du royaume. Leur taux de remplissage semble s'améliorer depuis le 22 août dernier. Il est de 27,9% au 10 septembre contre 26,7% à la même date l'année dernière. Une amélioration constatée au niveau de 6 bassins hydrauliques sur les 10 que compte le pays. Le barrage Mansour Dahbi près d'Ouarzazate a notamment vu ses apports en eau grimper de plus de 69% par rapport à l'année dernière, résultat des très fortes pluies et orages qu'a connu la région. Malheureusement, à elle seule, la pluie n'est pas suffisante pour renflouer les réserves en eau des grands barrages, dont la plupart continuent d'ailleurs d'accuser un net recul de leur capacité de stockage. L'un des grands ouvrages hydrauliques de la région de l'Oriental à voir ses réserves se raréfier, le bassin de la Moulouya est en proie à l'envasement et à la sédimentation. C'est afin de lutter contre ces phénomènes qu'un chantier de surélévation a été lancé depuis 4 ans déjà au niveau du barrage Mohamed V. Les travaux vont bon train au niveau de cette méga structure hydraulique, celle de rehausser la hauteur du barrage. Sophia Fgrout. Voici un géant en béton qui s'offre une rare occasion de grandir davantage. Les travaux de surélévation du barrage Mohamed V sur Oued Melouia avancent et pour gagner 12 mètres,
il faut renforcer l'épaisseur. À terme, la hauteur de l'ouvrage passera de 55 à 67 mètres. Coût du projet, 1,3 milliard de dirhams. Le projet permettra une meilleure protection des inondations et sécurisera l'approvisionnement en eau potable pour la population. Il servira aussi à irriguer les exploitations agricoles du bassin de Mlouya. En plus de produire de l'électricité, l'avancement des travaux est de 45%. La livraison du chantier est prévue pour début 2026. À terme, la capacité de retenue du barrage passera à 1 milliard de mètres cubes contre 165 millions actuellement. Sa capacité atteindra 6 fois sa capacité actuelle. La fin des travaux est prévue pour le début 2026. Je voudrais préciser que malgré tous nos efforts et malgré l'amélioration du taux de remplissage des barrages de l'Oriental après les récentes précipitations, la situation est toujours inquiétante. Une meilleure gestion de l'eau n'est plus un choix, c'est une nécessité. Et pendant que les travaux avancent, le fonctionnement du barrage reste normal. L'édifice a même reçu dernièrement un nouveau volume d'eau, plus que le bienvenu. Grâce aux dernières précipitations, les retenues du barrage Mohamed V se sont améliorées. Elles sont à présent de 44 millions de mètres cubes contre 19 millions auparavant. Le taux de remplissage est de 27%. Le Maroc s'engage fermement dans une stratégie de renforcement de ses capacités hydrauliques. Outre les travaux de surélévation, 20 nouveaux barrages seront construits d'ici 2030. L'enjeu, mieux affronter les défis climatiques pour s'offrir toutes les chances pour un meilleur développement socio-économique. Industrie du cannabis, la filière illicite s'apprête à entamer une nouvelle ère à la faveur de l'inauguration à Taounate de la première usine de transformation de cannabis légal. L'unité de production d'un investissement conséquent devra doper l'économie locale et promouvoir une industrie plus responsable. Ahmed El Fadeli, Zakaria Moukrimbillah. Dans ces pépinières couvertes sont développées des plantes du cannabis à partir de graines importées. Les herbes produites sont distribuées aux agriculteurs de la région de Taounate. Une fois la récolte effectuée, commence l'étape de l'industrialisation. C'est dans cette première usine de transformation de cannabis légal que se fait la valorisation. Tout un processus est déployé avant d'arriver au produit final. La plante de cannabis passe par une première opération destinée à enlever les tiges, puis séparer les graines de la fleur. C'est à partir des graines que l'on effectue l'extraction de l'huile végétale utilisée en cosmétique. La substance végétale de la fleur sert aussi à fournir des cannabinoïdes utilisés dans les compléments alimentaires. Notre usine a pu avoir donc 2 certificats qui sont très importants. On a eu donc le certificat Global Gap, qui est donc le premier sur lequel on a été certifié. Et on a un deuxième certificat qu'on vient d'avoir récemment, qui s'appelle GACP. Ces 2 certificats vont nous permettre d'accéder au marché international. Le démarrage effectif des activités de cette première usine de transformation du cannabis s'annonce être une véritable aubaine. À la clé, la création d'emplois et le développement d'une filière à haute valeur ajoutée. Cette usine est construite sur une superficie de 3000 m² et intègre des pépinières et des unités industrielles d'extraction. Ce projet a permis la création de 25 emplois permanents, auxquels s'ajoutent plus de 300 emplois saisonniers répartis tout au long de l'année. L'usine, aujourd'hui, va travailler conformément aux dispositions réglementaires avec l'accompagnement de l'agence. Bien sûr, l'agence accompagne aussi bien les investisseurs, les agriculteurs producteurs de cannabis et les coopératifs. Un accompagnement administratif, un accompagnement de terrain, mais surtout un accompagnement technique et réglementaire. Afin de garantir une transformation de qualité, l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis a mis en place toute une série de mesures. Renforcement des contrôles, élargissement des opportunités pour les agriculteurs locaux, soutien des investisseurs et formation des acteurs de la filière. L'objectif étant de faire de cette industrie un véritable tremplin pour le développement socio-économique de la région. Proche-Orient, l'offensive israélienne ne connaît pas de répit à Gaza au 12e mois de guerre.
Le décompte des victimes palestiniennes affiche désormais plus de 41 000 morts, dont 64 personnes tuées ces dernières 24 heures. Le nombre de blessés dépasse les 95 000 personnes. Une situation humanitaire qui ne fait qu'empirer dans ce territoire palestinien assiégé et dévasté après des mois de pourparlers infructueux. En France, l'ex-commissaire européen de droite Michel Barnier, fraîchement nommé nouveau Premier ministre, promet de nommer un gouvernement français la semaine prochaine. L'homme multiplie ses rencontres avec les présidents de groupes, députés et sénateurs. Quelques jours après son arrivée à Matignon, l'homme est chargé de constituer une délicate coalition entre personnalités de gauche, du centre et de la droite dans son équipe gouvernementale, dans un paysage politique morcelé. Direction les États-Unis où la course à la Maison-Blanche entame son compte à rebours. À moins de 2 mois du scrutin, Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés hier à Philadelphie lors d'un débat télévisé virulent. Un duel de 90 minutes lors duquel la démocrate et le républicain ont âprement débattu des principaux thèmes qui préoccupent les Américains. Un moment fort de la campagne électorale entre les deux candidats à la présidentielle américaine qui repartent dès ce mercredi au contact des électeurs. Et en ce 11 septembre, les Américains commémorent le 23e anniversaire des attentats terroristes de 2001. Des cérémonies sont notamment organisées à New York, en Pennsylvanie et dans la région de Washington. 6 minutes de silence ont été observées lors des cérémonies commémoratives de ces attentats meurtriers qui ont visé les tours jumelles du World Trade Center et le Pentagone et ont fait plus de 2900 victimes. Retour chez nous et direction El Haouz, 1 an après le séisme dévastateur du 8 septembre. Les communes d'El Haouz renaissent de leurs cendres. Les collégiens et les lycéens des localités affectées sont ravis de faire leur entrée scolaire dans des structures éducatives flambant neuves, réhabilitées et parfois même reconstruites intégralement. Les établissements scolaires accueillent les élèves dans les meilleures conditions possibles. C'est un reportage de Hassan Mskoura, Mina Allam et Maria Ouad. C'est une rentrée comme les autres pour les élèves des régions touchées par le séisme d'El Haouz. 1 an après la terrible catastrophe, les établissements scolaires font peau neuve en offrant à leurs élèves de nouvelles salles de classe, une cantine et une structure organisationnelle des plus abouties. Cette année est une année comme les autres, malgré le souvenir ineffable du séisme. La rentrée se passe très bien car tout a été conçu pour que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école de la meilleure des manières. C'est ma première rentrée dans cette école et tout se passe formidablement bien. Je suis agréablement surprise. L'établissement est très beau et on peut manger sur place. Nous voulions que cette rentrée scolaire soit vécue de manière ordinaire par nos élèves. D'ailleurs, l'établissement a été rénové pour l'occasion et c'est dans un climat paisible que nous débutons cette année scolaire. Dans les classes, l'heure est déjà à l'étude et à la concentration. Les professeurs portent une attention particulière aux élèves, en les aidant à progresser dans leur apprentissage. Le tout dans un climat de calme et de sérénité retrouvée. Les autorités compétentes, l'association des parents d'élèves et les bénévoles ont joint tous leurs efforts pour réhabiliter l'école qui avait subi beaucoup de dommages lors du séisme de l'année dernière. Les conditions d'accueil des élèves sont maintenant réunies afin qu'ils puissent passer une bonne année et réussir leurs études. Lourdement endommagée lors du séisme d'El Haouz, la réhabilitation des établissements scolaires s'est achevée en un temps record. De quoi se reconstruire dans l'espoir d'un avenir serein, loin des stigmates passés.
La dynamique de mise à niveau post-séisme bat son plein au niveau des douars de la province. Les dommages posent le pari impressionnant de la construction parasismique au niveau des zones touchées. La dimension architecturale et technique est un défi de taille dans la réalisation de bâtissures. Exemple dans la commune de Tletni Yacoub, où une maison type aux normes parasismiques est sortie de terre. Ce prototype de construction se distingue par son aspect durable, sécuritaire et surtout peu coûteux. Il est l'œuvre d'une architecte marocaine confirmée, installée au Canada. Elle s'appelle Aziza Chaouni et son projet de maison Al-House lui a valu d'ailleurs une double distinction, celle du prix World Monument Fund et de l'Institut du monde arabe. Et l'architecte marocaine derrière ce grand projet novateur, Aziza Chaouni, nous rejoint en direct depuis Toronto au Canada. Madame Chaouni, bonsoir. Vous êtes professeure agrégée d'architecture à l'Université de Toronto au Canada. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques et les spécificités techniques et architecturales qui distinguent cette habitation durable ? Je vous remercie de m'avoir avec vous ce soir. Je suis très honorée. En fait, cette maison a plusieurs dimensions durables. La première, c'est son système constructif. Elle est composée de briques Lego que nous avons inventées avec Amal Badi Alaoui et Amin Machi, des ingénieurs amis marocains en tant que bénévoles. Et c'est des briques composées de 95% de terre et 5% de ciment qui s'imbriquent en elles, qui n'ont pas besoin de mortier. Et la construction est parasismique et n'a pas besoin donc de poutres et en béton. Ni de poteaux en béton. Et aussi le plancher lui-même, donc la toiture est composée de briques en arche que vous pouvez donc voir ici, qu'on a appelé Dura Arch, et qui permettent donc d'isoler la maison, qu'elle soit aussi donc dans les normes parasismiques, mais surtout, je dirais, permet de garder un aspect local et un aspect traditionnel. Et c'est une maison que vous avez co-créée, co-designée avec une équipe d'ingénieurs, mais également en faisant participer la population locale de la commune Tletni Yacoub. Comment s'est établi le contact avec les habitants du village et quel a été le ressenti en ayant contribué à la conception de ce logement à la fois résistant et préservant l'identité de leur village ? Je pense que c'était une expérience très positive pour nous et pour eux. Donc moi, mon approche en général est une approche collaborative. Je crois qu'en tant qu'architecte, on devrait s'ouvrir aux futurs usagers qui ont aussi une connaissance de leurs us et coutumes, mais aussi des matériaux donc existants sur site. Et donc avec eux, donc vous pouvez les voir ici, on a fait de nombreux ateliers donc avec les femmes, avec les enfants, avec les jeunes, avec les jeunes, pour comprendre en fait leur mode de vie et comment concevoir cette maison. Donc cette maison n'est pas construite en tant que bloc, elle est composée en fait de 3 modules qui sont donc assemblés ensemble et de 3 cours. Et chaque cour a un usage particulier. Une cour est utilisée par les femmes pour cuisiner, une autre est une cour, je dirais, de réception où les hommes ou les invités ne rentrent pas à l'intérieur donc de la maison et pour pouvoir recevoir en espace extérieur, et une cour de service pour le linge, pour mettre des animaux, etc. Surtout l'aspect important de cette maison est l'aspect évolutif. Les familles voulaient avoir l'opportunité dans un futur proche ou lointain d'agrandir leur maison, et ce qu'on a pris en compte aussi dans la conception. Et enfin, ce que je voulais dire qui est extrêmement important, c'est l'aspect sanitaire. Beaucoup de ces maisons de ces villages qui ont été donc démolis par le tremblement de terre n'avaient pas d'égout, et donc en fait la maison intègre aussi un système de traitement des eaux noires et aussi un système de traitement par gravier des eaux grises qui sont ensuite réutilisées pour l'irrigation. Et votre approche architecturale ingénieuse vous a valu une série de distinctions internationales. Vous êtes notamment la récipiendaire cette année du World Monument Fund Watch Award, un prestigieux prix qui vous a été décerné pour votre travail innovant dans la préservation du patrimoine grâce à la mise en œuvre de technologies durables. Dans quelle mesure ces distinctions vous poussent-elles à vous surpasser pour des projets encore plus stimulants ? En fait, je pense que c'est toujours agréable, surtout quand on travaille beaucoup sur le terrain et en tant que bénévole pour son pays et pour une population qui a été sinistrée, que ce travail de fourmi qui nous prend du temps, de nos familles, etc., est reconnu et que l'innovation marocaine, parce que je suis quelques mois par an à l'Université de Toronto, mais le reste de l'année, je suis au Maroc, où mes étudiants viennent. Je pense qu'il faut vraiment souligner le fait qu'au Maroc, nous avons toutes les compétences en fait pour innover et surtout innover pour
les besoins précis avec les matériaux précis qui sont dans notre pays. Donc ces prix nous encouragent beaucoup, montrent notre travail à l'international, parce que c'est des prix qui sont en compétition, le World Monument Fund, avec d'autres projets sur l'échelle donc internationale. Donc on est très fiers pour le Maroc, et puis surtout ça nous encourage de mettre en valeur, ça met en valeur ce travail. Et encore une fois, je le dis, je le répète, cette conception de maison, toute la technologie qu'on a développée sont ouvertes à tous. Donc s'il vous plaît, si vous êtes intéressés, contactez-nous. Un bel exemple d'initiative solidaire pionnière au niveau d'Al-Haw. Je vous remercie, Madame Aziza Chaouni. Je rappelle que vous êtes professeure agrégée d'architecture à l'Université de Toronto au Canada. Et après une remarquable participation aux Jeux paralympiques Paris 2024, nos champions sont de retour à la mère patrie. Les para-athlètes et les délégations qui les ont accompagnés pendant cette prestigieuse compétition internationale ont été chaleureusement accueillis après avoir ramené une belle moisson de médailles. Nous les retrouvons tout de suite depuis l'aéroport Mohamed V de Casablanca avec Mustafa Ouda, Hassan Zaki et Boubkar Ngabrit. Ils ont hissé haut le drapeau marocain. Ils ont gravé leur nom en lettres d'or dans les annales du paralympisme. Après les 7 médailles des éditions de Pékin et Rio de Janeiro et les 11 de Tokyo, la moisson a été portée à Paris à 15 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et autant en bronze. L'or a été enlevé par Fatem Zahra Al-Idrissi au marathon, Ayman Al-Haddaoui aux 400 mètres et Monsef Bouja aux 400 mètres. Je dédie mes 2 médailles à Sa Majesté le Roi. Je remercie le souverain pour ses encouragements qui ont été une motivation supplémentaire pour nous distinguer encore plus lors des prochaines échéances. J'ai réussi à décrocher l'or au marathon et l'argent aux 1500 mètres. Grâce à cela, le drapeau marocain a été hissé dans le ciel parisien. Je remercie Sa Majesté le Roi pour l'attention particulière que le souverain porte aux athlètes paralympiques. Il faut dire que la fédération n'a pas lésiné sur les moyens pour que nous soyons au rendez-vous lors de ces JO. Je me sens très heureux d'avoir décroché cette médaille. C'est le fruit d'un long travail qui nous a permis d'être au meilleur de notre forme à Paris. Depuis la première participation du Maroc aux JO paralympiques, l'évolution aujourd'hui est palpable. Cette participation à Paris nous a permis d'être encore plus performants. Aux JO de 2028, nous essayerons d'être encore meilleurs. Nous allons nous y préparer dès maintenant. À l'aéroport international de Rabat Salé, l'ambiance était également à la fête. Arborant fièrement leurs précieuses médailles, les athlètes n'ont pas manqué également d'exprimer leur joie, notamment après les félicitations du souverain. Je suis très fier de mes médailles. Le message de félicitations que nous a adressé Sa Majesté le Roi nous a beaucoup touchés. Nous remercions la Fédération et le ministère des Sports pour leur soutien. Je remercie Sa Majesté le Roi pour son message de félicitations. Je dédie au souverain cette médaille. Le Maroc a pris part aux 17e Jeux paralympiques avec une délégation comprenant 38 sportifs. Les athlètes ont concouru dans les épreuves de para-athlétisme, d'efficience motrice et visuelle, de tennis en fauteuil roulant, de para-powerlifting, de para-taekwondo, de paracyclisme sur route et de cécifoot. Bravo et bon vent surtout à nos champions. Cette édition arrive à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.